Ok, alors aujourd'hui, j'aimerais bien commencer par parler un peu des cordes. En fait, jusqu'à présent, en dynamique, on avait chaque fois considéré que les cordes, c'était la même tension partout. J'aimerais bien ici faire un petit exercice pour vous faire comprendre que c'est souvent vrai, mais il faut un peu réfléchir pourquoi. Donc, ici, ce qu'on va considérer, c'est un chariot de masse M2 qui est relié à un autre chariot de masse M1 avec une corde et qui est tiré avec une force F. Et on vous demande de représenter cette situation. Donc je l'ai fait, hein, ça va aller assez vite. Ici j'ai donc mon chariot M1 qui est relié par une corde à un chariot M2 qu'on tire. Là, combien y a-t-il d'objets qu'on pourrait isoler d'après vous? Trois. Ouais, c'est ça. On a la masse 1, la masse 2, ça c'est comme ça qu'on aurait fait avant, mais en soi la corde c'est aussi un objet. Si on y réfléchit, j'ai toujours un peu noyé le poisson en disant système 1, c'est par exemple quand on avait ce genre de système, une poulie et deux masses. J'avais toujours évité en prenant ça c'est le système 1, le système 2 et le système 3 pour la poulie. Mais en soi, les cordes, c'est aussi des objets. Il n'y a pas de raison de les considérer différemment a priori. Et donc, si on représente ça, on pourrait représenter ceci comme ceci. J'ai ma masse 1 qui a une accélération et il y a la force ici de la corde sur la masse. Mais on a aussi la corde ici, qui a une accélération. Et par action-réaction, ben, si la masse est tirée par la corde, alors la corde, elle est tirée par la masse. Donc ces deux forces ici, F1C et FC1, sont identiques, ces deux-ci. Et pareil de l'autre côté. Alors, si on écrit un peu les équations de la dynamique, ici on peut se rendre compte, ben, à moins que la corde soit élastique, ça va avoir la même accélération de tous les côtés. Donc j'ai d'abord que A1 égale AC égale à 2, je vais appeler ça A. J'ai la même accélération de tous les côtés, que ce soit pour le chariot M1, le chariot M2 ou la corde. La corde, elle va bouger aussi. Alors, regardons un peu les équations pour M1. Pour M1, les équations de la dynamique, ça va être la somme des forces. Ici, j'en ai qu'une, c'est F1C, égale MA, donc c'est la masse 1, fois A1. Si j'ai choisi ici un axe selon X, alors juste ici, pour préciser, j'ai dessiné les forces seulement sur ce qui m'intéresse. Là, je regarde un cas sans frottement où je bouge selon X. Si on veut mettre toutes les forces, il y a sans doute des frottements, il y a aussi le poids, il y a aussi la normale. Mais ici, pour l'instant, je vais vraiment juste m'intéresser à ce qui se passe horizontalement. Uniquement selon l'horizontale. Ok, ça c'est des équations. Voilà, pour l'instant, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce que j'aimerais bien vraiment regarder, c'est ce qui se passe un peu dans la corde. Pour la corde, j'ai FC2 moins, alors je vais le mettre en couleur comme ça on voit bien de quel on parle. J'ai donc FC2 moins FC1. Et ceci, c'est égal à la masse de la corde fois son accélération. En soi, on ne l'avait jamais considéré, mais cette corde, c'est un système avec une masse, donc F égale ma, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas. Maintenant, si ici à droite, imaginons que ce soit égal à 0. Alors dans ce cas-là, mon équation devient FC2 moins FC1 égale 0, et donc FC2
égale FC1. Donc ça veut dire que si mon membre de droite ici est nul, la force à droite de ma corde et la force à gauche de ma corde sont identiques. Et donc, mon terme à droite, il vaut 0 quand? Il vaut 0, il y a deux cas possibles. Soit la masse de la corde vaut 0, soit l'accélération de la corde vaut 0. Et donc, ici, on peut se rendre compte de deux choses. Premièrement, si ça, l'accélération de la corde vaut 0, c'est ce qu'on appelle la statique. C'est pour ça qu'au début, en statique, j'en ai quasi pas parlé, en fait. Je vous avais juste dit, bah, en soi, ça semble logique. Pour réussir à faire que ma corde soit bien tendue, mais qu'elle bouge pas, il faut mettre la même force à droite qu'à gauche, sinon elle bougerait. J'avais juste dit ça. Mais on voit qu'il y a une deuxième condition. C'est que si ma corde a une masse négligeable, alors je dis négligeable parce qu'en vrai, évidemment, une corde n'aura jamais une masse de 0, mais on pourrait imaginer qu'une corde, ça peut faire parfois 10 grammes, 100 grammes. Bon, ça dépend pourquoi, hein. Pour relier deux chariots, peut-être pas, mais ça va être très léger comparé au système. C'est ça que ça veut dire négligeable, hein. Une corde de 1 kg, c'est lourd si c'est pour relier des masses de 2-3 kg, mais c'est très léger si c'est pour relier des masses de 200 kg. Et donc, si cette corde a une petite masse, la tension des deux côtés va être identique. Ça, vous pouvez le comprendre plus ou moins en se disant que vous le sentez assez bien en fait si vous prenez une corde dans les mains. Si vous prenez une corde dans les mains, donc je prends une corde, je mets ma main ici, ma main droite ici, ma main gauche ici, et je tire la corde de chaque côté, bah vous allez sentir que si vous tirez un tout petit peu plus à droite ou un tout petit peu plus à gauche, à peine, vous allez partir tout de suite. Tout de suite, la corde va bouger. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a F égale MA. Comme une corde est très légère, une petite force, ça suffit à donner une grande accélération. Je vais prendre un exemple chiffré. Imaginons une corde de 100 grammes, c'est 0,1. Bah, si je donne déjà juste 1 newton, 1 newton c'est rien du tout comme force, hein. Bah alors vous voyez, pour avoir 1 à gauche, ici l'accélération dont j'ai besoin, c'est 10 mètres par seconde carré. Donc vous avez donné un bête newton, et vous partez à 10 mètres par seconde carré d'accélération. Et c'est ça qui se passe en fait avec les cordes. C'est tellement léger que vous ne pouvez pas avoir une grande différence de force entre gauche et droite. Parce que si vous aviez une grande différence de force, ça voudrait dire que votre système, et donc tout, hein, puisque c'est la même accélération partout, ça voudrait dire que vos chariots bougent super vite. Et donc, dans ces cas-là, dès que la masse de la corde est négligeable, on va dire la tension elle est la même, plus ou moins des deux côtés. À quelques pourcents près peut-être, et même pour 1000 près. Voilà. Pourquoi j'en ai pas parlé tout de suite? Pour pas vous perturber tout de suite. Mais aussi, en fait, maintenant, ça vaut la peine de repasser un peu dans des exercices qu'on avait fait. Hop. Par exemple, on avait commencé avec le lustre, si vous vous souvenez. J'avais un lustre ici de 121 kg et j'avais un bonhomme ici de 80 kg. Alors ici, votre corde, elle est sans doute assez massive en fait, hein, pour tenir tout ça. Elle fait peut-être 5 kg, quelque chose comme ça. Mais 5 kg par rapport à la masse totale qui est de 200 kg, c'est rien du tout en fait. C'est complètement négligeable. Il va peut-être y avoir une petite différence, mais comme souvent, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une idée vague. Par exemple, ici, que le temps de chute soit 3 secondes, ou 3,001 secondes, ou 2,99 secondes, ça change rien. Pour votre cascade, vous allez monter peut-être à 10,8 mètres, ou peut-être 10,79 mètres, mais encore une fois, ça ne change rien. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez précieux, je trouve, sur lequel on n'insiste pas assez en secondaire. En tout cas, mon prof de secondaire ne le faisait pas, je trouve. Quand
quand on fait toutes ces approximations, de se dire, ah, on va supposer que la corde est de masse nulle ou quoi, bah, c'est pas uniquement pour se simplifier la vie. C'est parce que pour le degré de précision qu'on cherche, ça ne change strictement rien. Et donc, quelque chose que j'aimerais bien que vous reteniez de ce cours, c'est être capable de calculer certaines choses, mais aussi être capable de savoir quand est-ce que vous pouvez simplifier un problème. Et quand vous allez aller travailler en entreprise, si à un moment on vous demande de faire une étude, bah, d'être capable de résoudre cette étude. Parce que si vous commencez à vous dire, ah, mais il faut que je considère ça, et ça, et ça, et ça, et que vous prenez tout en compte, vous allez avoir des calculs horribles, faire des erreurs, peut-être il vous manquera des choses. Alors que là, bon, imaginons, bon, ça va jamais vous arriver en entreprise, mais qu'on vous demande de résoudre cette cascade, bah, typiquement, que vous preniez ou pas en compte les deux petites poulies là et la masse de la corde, ça va rien changer. Rien, rien, rien du tout. Voilà. Et donc, tous les exercices qu'on a fait jusqu'à présent, ils sont valables parce que la masse de la corde est suffisamment négligeable pour qu'on puisse se dire que c'est pas un système en fait. Pour le dire autrement, vous voyez ici mon système 1 il faisait 121 kg, mon système 2 il faisait 80 kg. Ce serait bizarre d'avoir un système 3 de 5 kg, c'est un peu trop léger comparé aux autres. Alors ça c'est pour votre culture. On ne vous donnera pas de questions ouvertes à l'examen. Ce que j'entends par une question ouverte, ce serait voici une situation, trouvez un peu ce qu'il faut faire. Et donc, de deux choses l'une. Soit on vous donne la masse de la corde et on vous demande explicitement d'en tenir compte, soit en fait dans tous les exercices, on ne vous la donnera pas parce qu'on la considère nous-mêmes négligeable et donc vous ne devez pas la considérer. Ça rajouterait des calculs fastidieux pour rien comme précision en plus. Donc ça c'est pour cette partie-là. Alors, hop, je vais juste effacer ceci pour le mettre en phase avec les slides, mais j'avais envie de l'écrire moi-même. Et donc très souvent, on va juste écrire que c'est la même tension des deux côtés de la corde. Et donc ce problème, une fois qu'on a compris que la masse de la corde était négligeable comparée au reste, on va juste écrire ceci, comme on a toujours fait avec deux systèmes, la masse 1 qui est tirée par une tension T, la masse 2 qui est tirée par une force F et une tension T qui est identique à celle de l'autre côté de la corde. Ok, maintenant qu'on a discuté là-dessus, j'aimerais bien vous faire réaliser autre chose à propos des cordes. C'est que donc si on repart sur ce schéma-là, on vous demande quelle est la tension dans la corde si ici j'ai 3 kg et là j'ai 2 kg et qu'on tire avec 15 newtons. Donc pour ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. On va écrire les équations de la dynamique. Donc pour M2, j'ai quoi? Alors je ne vais pas écrire selon X, etc. Sauf si ça vous perturbe, mais je pense qu'on en a déjà fait plein, donc ça devrait aller. Les forces que j'ai, c'est F moins T égale M2 A. Alors je sais bien ici qu'il est écrit A1 et A2, mais comme la corde ne va pas s'étendre, c'est la même accélération. J'ai donc ici 15 newtons moins T égale 2 fois. Pour M1, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste T égale M1. Et donc j'ai T égale 3 fois. Et là, ce que je vais regarder, c'est pas A qui m'intéresse, c'est trouver T. Donc je vais isoler A ici. A, c'est 15 moins T sur 2. Et je peux l'injecter ici en dessous. Donc ici, j'ai T égale 3 demi 15 moins T.
On peut résoudre ça. J'ai donc ici 2t égale 45 moins 3t. Et j'ai donc de l'autre côté 5t égale 45. Si je vais trop vite, vous le dites. Et donc j'ai t qui est égal à 45 divisé par 5, ce qui fait 9 newtons. Donc ici, j'aimerais bien qu'on réfléchisse 2 secondes. Si j'ai quelque chose de gros, 3 kg, qui est tiré par quelque chose de petit, j'exagère un peu, hein, du kilogramme, alors la tension, elle vaut 9 newtons. Maintenant, imaginons qu'on inverse les masses. C'est-à-dire qu'en dessous, je mets la petite masse à gauche, la grosse masse à droite, et que c'est la grosse masse que je tire. Alors là, très souvent, si vous demandez ça en public et tout, on avait fait un test une année au Printemps des Sciences, les gens disent bah, c'est juste symétrique, il n'y a rien qui change. Alors qu'en fait, ça change tout. Si je reprends les équations que j'ai écrites, M2 c'est plus de 2 kg mais c'est 3 kg. Et M1 c'est plus de 3 kg mais c'est 2 kg. Vous voyez, c'est ça qui est inversé. Donc ici j'ai 3. Et donc ici ça s'inverse en fait. C'est 2 tiers. Et donc ici ça s'inverse aussi. Là j'ai 3. Ici j'ai 30. Et là j'ai 2. Et donc ici j'ai 5, 30. Et donc ça fait 6 newtons. Et donc dans ce cas-ci, T égale 6 newtons. Donc il ne faut pas trop vite croire que ah bah c'est symétrique, ça va être la même chose. L'accélération va être la même, mais les forces internes, ici la force entre les deux chariots, va être différente. Et en soi, vous pouvez le comprendre intuitivement. Si je vous avais dit, je prends un énorme rocher, autour de ce rocher je mets une corde, et à ce rocher j'attache un caillou. Et donc ici vous imaginez vraiment un gros rocher et là un petit caillou. Ben, si je vous avais demandé de bouger le tout, instinctivement, enfin en tout cas moi ça me semblait instinctif, maintenant je sais pas pour vous, mais si j'avais pris le petit caillou pour tirer le gros rocher, je me serais dit que ma corde elle va casser quoi. Alors que si je prends le gros caillou et que je tire le gros caillou, ben, je vais jamais me dire que la corde ici va casser. Et donc ça c'est la raison pour laquelle il vaut mieux avoir quelque chose de lourd qui tire quelque chose de léger que l'inverse. Vous pouvez juste le voir mathématiquement ici, en regardant un peu ces équations-là. C'est pas extrêmement intuitif, c'est quelque chose qu'on connaît un peu de la vie de tous les jours, hein. Il vaut mieux que ce soit un tracteur qui tire une voiture plutôt que l'inverse. Ben ça, c'est simplement parce que ça met beaucoup plus de force interne. Ça donne la même accélération, mais ça donne des forces plus intenses pour tout ce qui va être le lien entre les systèmes. Parce qu'en fait, ici, vous voyez qu'il y a une différence de deux forces, alors que là, il n'y a que cette force-là pour tirer le système. Voilà ce que je voulais vous faire un peu réaliser avec les cordes. Donc souvent on ne les considère pas parce que c'est léger, mais ça reste quelque chose d'intéressant. Ça reste quelque chose d'intéressant pour être sûr qu'elle ne casse pas, parce que si votre corde casse, ça crée des problèmes. Et donc c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de gros qui tire quelque chose de léger. Ça c'est quelque chose d'intuitif, mais que vous avez intérêt à retenir pour votre vie quand vous faites des montages. Et nous, dans notre cas, très souvent, on va les négliger, mais j'avais envie d'en parler une fois correctement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent ou quoi? Ou est-ce que c'est bon? C'est bon.
C'est bon? Ok. Alors si jamais ça vous intéresse, ici il y a un petit lien où il y a exactement ça en fait, hein, ça vient de là. Et en plus là-bas ça parle de choses dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai considéré les cordes horizontalement, mais vous savez bien que si j'ai un bloc et je mets une corde entre les deux, bah, ma corde, en exagérant un peu, elle va faire quelque chose comme ça, ce qui est logique, puisque ma corde, elle a un poids et donc il y a quelque chose qui la tire vers le bas. Et donc votre tension, en fait, dans la corde, elle va faire quelque chose dans ce style-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va tout le temps être redirigé en chaque point. Mais bon, ça devient un peu compliqué. Et en soi, ça ne change grosso modo rien au calcul. Ça permet juste évidemment de comprendre un peu mieux la forme de la corde. Et dans le même genre d'idée, à votre avis, si j'ai un plafond et que je suspends une corde ici, à votre avis, où est-ce que votre corde a le plus de chances de se briser? À gauche. Alors, ça, c'est le plafond. Hop. Donc, la corde, elle est juste là. Et donc, si elle est juste pendue comme ça, ma corde, elle a plutôt de chances de se briser en bas, au milieu, en haut. En bas. Et pourquoi? Ça dépend de la flexibilité de la corde. Du coup, si on lui accroche une masse, Ouais, alors si on lui accroche une masse, ça va changer, mais l'endroit où ça a le plus de chances de casser, c'est en haut. Pourquoi? Parce que ici, si on regarde les forces sur ma corde, il y a toute cette partie-là de la corde qui tire ici vers le bas, et elle est tirée par le haut. Alors qu'en fait, quand on est en bas, bah, il n'y a plus rien de la corde. Ici, si vous voulez, il n'y a rien qui tire sur la corde vers le bas, parce que toute cette partie-là est massive. Donc, il n'y a qu'une partie qui tire un peu vers le haut. Donc, l'endroit où il y a le plus de contraintes, c'est en haut. C'est-à-dire là que ça va souvent lâcher. Alors, ici, on est dans le cas où on a une corde qui est parfaitement homogène. Si évidemment, comme il y a une corde, c'est pas très lourd, l'endroit qui va lâcher le premier dans la vraie vie, c'est pas nécessairement en haut, même si souvent c'est le cas. Mais si jamais votre corde, elle a un défaut quelque part, bah, c'est à ce défaut qu'elle va lâcher, sans doute, hein. Mais si elle n'a pas de défaut, c'est en haut. Parce qu'en haut, elle doit supporter tout le poids de ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ça, c'est pour votre information, pour voir un peu ce qui se passe. C'est pas matière d'examen. On va pas vous poser de questions comme ça où une corde va lâcher. Vous devez être capable de le calculer. C'est ce qu'on vous demande exactement. Ok. Alors, je vais donc faire une petite conclusion sur les cordes. Parce qu'on en a beaucoup parlé, on a souvent dit que c'était négligeable ou identique ou quoi, donc on va refaire tout en revue. Quand est-ce qu'on peut dire que la tension dans une corde n'est pas identique partout? Et donc, à l'inverse, quand est-ce qu'on peut dire qu'elle est identique? Et donc, je vais regarder deux cas. Je vais regarder quand on est en translation, donc c'est-à-dire j'ai juste une corde, je tire de chaque côté, voilà. Et quand ma corde est redirigée par une poulie, ici. Donc dans le premier cas, c'est ce qu'on vient de faire. Ou si j'avais ma corde, si ici je suis tiré par quelque chose qu'on appelle T2, je devrais changer ça les noms, et ici quelque chose qu'on appelle T1, bah alors mon équation, c'est ça. T2 moins T1 est égal à la masse de la corde fois l'accélération. Et comme je l'ai dit, on voit que T2 est égal à T1 si à droite j'ai 0. Donc si ma masse est nulle, c'est-à-dire que la masse de la corde est négligeable, ou si l'accélération est nulle, c'est-à-dire qu'on est en statique. Donc ça, c'est une manière pour la corde d'avoir une tension constante. C'est si jamais on est en statique ou que la masse de la corde est négligeable.
Maintenant, quand une corde est redirigée par une poulie, je vais la faire en statique en exagérant un petit peu, d'accord? Je vais dire ici, j'ai un poids de 50 newtons. Si je suis en statique, ça veut dire qu'ici, ma tension est de 50 newtons. Par contre, de l'autre côté, si j'avais un poids de 30 newtons, ici, et donc une tension ici de 30 newtons, ben, pour que ça reste statique, ce serait possible hein, que ce soit statique, si ici il y a suffisamment de frottement dans la poulie par exemple, ben, il faut que la tension dans ma corde ici se perde. En fait, ma corde elle va arriver sur la poulie, et suite à l'adhérence avec la poulie, elle va perdre petit à petit sa tension. Une manière dont vous pouvez le voir qui est vraiment extrême, c'est imaginons qu'on colle ici vraiment à la superglue la corde. Alors votre corde ici, elle ne sera pas tendue. Si je colle à gauche et à droite, ben, au milieu, là, cette partie-là ne sert à rien. Ça veut dire qu'en fonction de votre adhérence à la poulie, vous pourriez avoir une tension qui varie. Alors là, on parle avec des mots, mais le plus simple souvent pour s'en rendre compte, c'est vraiment d'écrire les équations. Et donc si je résous vite ce problème, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la poulie, j'ai T1 ici, T2 ici, et donc si j'écris la somme des moments, ça va être égal à I alpha. Et donc si je projette ça, j'ai RT1 moins RT2, ça c'est le moment de T1 et le moment de T2, est égal à I alpha. Et là c'est exactement le même jeu que ce que j'avais ici. C'est le même jeu dans le sens que pour avoir T1 est égal à T2, il faut que le terme ici soit égal à 0. Vous voyez, si c'est égal à 0, alors j'ai R T1 moins T2 égale 0, et donc j'ai T1 moins T2 égale 0. Et donc là, j'ai encore deux cas. Où mes tensions sont identiques. Quand l'inertie de la poulie vaut 0 et quand alpha vaut 0. Ces deux cas séparés. Un seul des deux suffit. Je pourrais avoir les deux en même temps, mais un seul des deux suffit. Et donc là, encore une fois, si je suis en statique, et c'est pour ça que je disais que mon exemple ici était un peu faux, hein, mais si je suis en statique, la tension dans mes cordes doit être identique des deux côtés. Sinon, je ne peux pas être en statique. Si je suis avec une poulie qui a une inertie nulle, alors la tension dans mes cordes doit être identique des deux côtés. Et donc là, encore une fois, dans tous les exercices qu'on a considérés, je vais reprendre celui avec le lustre. Où on avait mon bonhomme de 80 kg attaché 120 kg avec deux poulies. Pourquoi on pouvait négliger ça dans ce problème-là? C'est parce que la corde était légère et les poulies avaient une inertie qui était petite. Et donc on a pu se dire, bah oui, ces poulies, imaginons qu'on est ici au total, on a quand même 80, ça fait 201 kg. Si mes poulies, elles font 1 kg, ça va rien changer. Sauf si elles étaient très très grandes, parce que rappelez-vous, l'inertie d'une poulie, c'est la masse de la poulie fois le rayon de la poulie au carré sur 2. Donc là, il y a deux choses qui rentrent en compte. La masse et le rayon. Si j'ai une poulie très légère mais très très grande, on va peut-être pas pouvoir la négliger. Mais ici, on voyait même rien que sur le schéma que c'était tout petit. Encore une fois, ça c'est juste pour vous faire comprendre que pourquoi dans des exercices tout d'un coup on considère la poulie, pourquoi tout d'un coup on ne la considère pas, ben, c'est que ça va dépendre de la poulie. On avait fait un exercice avec une poulie, je vais la dessiner comme ça, et un cascadeur qui descend au fond d'un puits. Ben là, ma poulie, elle faisait environ 2000 kg. Donc là, il n'y a aucune chance qu'on puisse dire que c'est négligeable. Par contre, si c'était 1 kg, 2 kg, 3 kg, ce serait complètement négligeable. Et on pourrait considérer que
Ici, que j'ai une poulie ou pas, ça change rien, que j'ai juste quelque chose qui redirige la tension. Ça, c'est pour tous les cas sans frottement. Parce que dès que j'ai du frottement, je vais avoir un terme en plus. Par exemple, pour ma corde, alors ici, ce serait des frottements sur ma corde, hein. Par exemple, si j'avais le sol et une corde posée sur le sol qui tire deux objets, ben là, j'aurais des frottements du sol sur ma corde. Et donc là, ben, vous voyez que même si ceci vaut 0, j'aurais pas T1 est égal à T2. Par contre, je pourrais avoir des choses un peu spéciales où les frottements s'annulent, etc. Mais dès qu'il y a des frottements, typiquement, vous n'allez plus avoir la tension qui est conservée. Et c'est ce que je expliquais ici tantôt. Imaginons que ceci ne bouge pas, malgré les différences de masse, bah, la tension dans ma corde, elle va être perdue tout le long ici. Pourquoi? Parce qu'elle va être frottée avec la poulie. Voici donc pour les cordes. Juste parce que j'aime pas vous dire oui là c'est négligeable et puis tout d'un coup l'exercice suivant, ah bah non maintenant on considère la poulie, puis l'exercice après, ah bah on la considère plus. Tout va dépendre chaque fois de la situation. On vous demande pas à vous de le deviner, ce sera noté dans l'énoncé. Si jamais à l'examen c'est pas noté et que vous avez un doute tout d'un coup, vous pouvez nous demander, c'est pas notre but que vous le recherchiez, mais moi j'aimerais bien que vous soyez conscient quand même que c'est pas un hasard et que ça a été bien réfléchi de pourquoi on veut en prendre compte. Typiquement, vous voyez que dans cet exercice, on n'avait pas fait de raccourci. On avait bien écrit les équations en disant que la tension à gauche était différente de la tension à droite. Vous voyez ici, ma tension à gauche était différente de ma tension à droite. Alors qu'en soi, ma poulie, elle n'est pas si lourde que ça. Mais dans cet exercice-ci, rappelez-vous, la machine d'Atwood, ça a été inventé pour quoi? Ça a été inventé pour faire des mesures précises de petit g. Et donc pas petit g égale 10, mais petit g égale 9,817, quelque chose comme ça. Et donc, quand on veut être très précis, il faut évidemment tout tenir en compte. Mais est-ce qu'on veut toujours l'être? Ben ça, ce sera à vous de voir à l'endroit où vous travaillez. Si on vous demande de construire cette machine pour un physicien qui décide de faire des expériences, etc., ben vous allez avoir envie de tenir tout en compte pour être sûr que ça tombe bien à la valeur qu'il souhaite et éliminer le plus d'erreurs. Si par contre on vous demande juste de faire un treuil pour soulever des masses, vous n'allez pas commencer à vous amuser à tout faire au centimètre près. Si vous allez donner une tolérance et regarder grosso modo à quoi ça va ressembler, et vous allez tomber sur la valeur peut-être à 1 ou 2% près, mais c'est tout à fait acceptable pour juste soulever des masses. Pour le dire autrement, si vous dites ah bah avec mon treuil on peut soulever jusqu'à 40 kg, si en fait c'est jusqu'à 40,32 kg, ça change rien du tout. Voilà, voilà. Est-ce que c'est clair tout ceci? Oui. Ok, nickel. Bon, quand j'entends ah oui, je continue, hein, mais n'hésitez pas à vous prononcer. Alors, on va se lancer dans un long exercice qui va être notre dernier exercice de dynamique. Mais donc, avant de me lancer dans celui-là, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a des exercices de dynamique qu'on avait fait jusqu'à présent qui vous posaient problème? Que vous vous dites ce serait bien qu'on en fasse un peu plus d'un certain type, ou est-ce que jusqu'à présent ça va? Non, ça va. Ça va. Ok. Bah, réfléchissez-y, parce que si jamais on a fini ceci plus tôt, enfin, si on a fini avant 10h30, ça ne me dérange vraiment pas d'en discuter avec vous. Alors ici, il faut
imaginez un peu la situation. Je vais vous le présenter autrement, sans lire l'énoncé, pour vous faire un peu comprendre ce qui se passe. Si vous mettez votre main comme ça c'est votre main, et que vous mettez un bic dessus, ça c'est un bic. Vous pouvez essayer, ça veut dire que votre main elle est inclinée, vous mettez votre bic dessus, il va tomber. Voilà, ça je vous encourage à le faire chez vous, mais si vous mettez votre main, votre bic va tomber. Par contre, si jamais vous faites tourner votre main, ou même pas tourner, mais juste avancer votre main. Et donc si au lieu d'être immobile, vous poussez votre main, votre bic ne va pas tomber. Je ne vais pas vous le mimer à l'écran parce que vous allez rien voir parce qu'il faut aller assez vite. Mais vous pouvez vraiment essayer de prendre votre bic dans votre main, ne pas l'attraper, le laisser tomber, et puis essayer la même chose mais en bougeant votre main vers la gauche ou vers la droite. Votre bic ne va pas tomber. Est-ce que tout le monde voit ça ou pas? Oui, oui. Ouais? Ok, parce que ça c'est la difficulté du distanciel. De faire des mimes qui soient visibles à la caméra, mais ça j'ai essayé de le faire pour faire une vidéo, mais on voit juste rien, on voit ma main qui bouge d'un coup. Mais ça Mais va ici, dépendre de la vitesse de la main, non? alors en fait ça va pas dépendre de la vitesse. Si tu... Bon, là il y a deux choses. Soit tu bouges en ligne droite. Si tu bouges en ligne droite, il n'y a pas de force centripète. Donc ça va pas dépendre de la vitesse de la main, mais de l'accélération de la main. Ça va dépendre vraiment de, de la force que tu mets. Et d'ailleurs, si tu avances à vitesse constante, ça va tomber en fait. Il faut tout le temps accélérer. Tu dois aller de plus en plus vite. C'est pour ça que c'est très dur de prendre en photo. Par contre, si jamais tu fais tourner autour de toi, comme quand tu prends un seau par exemple, que tu fais le tourner et l'eau reste dedans, alors là tu mets une force centripète et donc là ça va dépendre de la vitesse de rotation. Mais ici on bouge bien en ligne droite. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici, mais pas avec une main, mais avec une masse. Donc j'ai ici une masse M qui est posée sur un coin en bois. Normalement, alors bon ça va dépendre des frottements, mais imaginons qu'il n'y en ait pas par exemple, pour commencer comme ça. Si je regarde juste ceci, ma masse, elle devrait commencer à descendre par là. Bah là, je vais chercher la force avec laquelle il faut que je pousse tout le système pour que ma masse, elle ne descende pas. Maintenant, si je pousse très fort, ma masse, elle va remonter comme ça. Et donc, je vais regarder quelle est la force minimale que je dois mettre, c'est pour ça que j'ai donné les réponses ici, et maximale pour que ma masse reste bien en équilibre, qu'elle reste tout le temps à la même hauteur sur mon coin. Donc, ce que je vais appeler le coin, c'est ça. Ça, c'est le coin. Et ce que je vais appeler la masse, c'est ça. Est-ce que vous voyez l'idée de l'énoncé ou pas trop? Oui, oui. Oui? Ok. Alors d'ailleurs, d'abord conceptuellement, si ça vous perturbe, une manière de voir les choses, pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est qu'en soi, votre masse, elle va avoir envie de descendre, de venir là. Mais comme vous poussez votre coin, chaque fois que votre masse descend un petit peu, bah, votre coin, il vient se mettre en dessous. Et donc, hop, elle se retrouve à la même hauteur. Et puis votre masse, elle veut descendre, mais votre coin, il se retrouve en dessous. Et donc, hop, la masse, elle se retrouve à la même hauteur. Si vous poussez pas assez vite, le coin va pas assez en dessous et donc elle tombe. Si vous poussez trop vite, le coin la repousse et donc elle monte entre guillemets sur le coin. Ça, c'est une manière de le voir juste comme ça. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de trouver les valeurs. Et ici, j'avais fait les calculs avec les deux si ça vous amuse. Mais moi, je vais employer petit g égale 10. Et vous voyez que la différence, elle n'est pas très grande, hein. Ok. Alors,
Ici, comme on a deux cas, le cas où la masse, on a une force minimale et une force maximale sur le coin, c'est assez compliqué de faire des schémas parce que je vais avoir deux cas séparés. Et donc, je vais commencer par séparer les deux cas. Donc, quand F ici est minimal, et de l'autre côté, je vais faire ça quand F est maximal. Donc ici, ça veut dire que ma force F, elle sera très grande. Et ici, ça veut dire que ma force F sera petite. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les forces ici sur mon coin et ma masse? Son poids, la normale, enfin sur le coin du coup. Ouais. Et les forces de frottement? Alors, le centre de gravité d'un coin, c'est l'intersection Médiane. des... Ah, je tombe plus sur le nom. Médiane. Médiane, merci. Et ça a un nom, ça s'appelle, à votre avis, l'intersection des médianes? Le centre du cercle circonscrit, c'est ça? Ouais, ça c'est si on fait vraiment des maths, mais ça a un autre nom. C'est le centre de gravité, en fait, tout simplement. Mon centre de gravité, il est là. En, en mathématiques, ça s'appelle le centre de gravité. Ben pourquoi? Ben, simplement d'un point de vue physique, il se trouve là. Maintenant, bon, ceci, je vous demande pas d'être capable de le trouver. À l'examen, vous pouvez mettre un centre de gravité où vous pensez plus ou moins qu'il est, hein. Ici, j'ai donc, comme vous l'avez dit, le poids de la masse M. J'ai ici la normale du sol. Bon, j'ai ma force F, hein, je vais la redessiner, hop, ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Force de frottement? Alors, ça, j'ai oublié de le dire. On va supposer que le coin il glisse sans frottement sur le sol. Donc ici, il n'y a pas de frottement. Par contre, ici, il y en a, d'accord? Ça, c'est juste pour simplifier un peu les équations. Ça marcherait, hein, mais l'exercice est déjà long, et comme ça, on passe pas 50 jours dessus. Donc au sol, il n'y a pas de frottement. Par contre, avec le coin, il y en a. Donc ici, les frottements, ils sont comment? Vers la... En haut à gauche, là. Comme ça? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Bah, le poids de la masse M, Et la réaction, non? enfin, et la réaction normale perpendiculaire au coin. Le poids de la masse M. Et donc la réaction normale, comme ça? Oui. Est-ce que vous voyez d'autres forces, d'autres choses à faire? Alors ici, soit il y a trop de force, soit il n'y a pas assez de force en fait. Pour résoudre cet exercice, si vous voulez vraiment trouver tout ce qu'on veut, ça vaut la peine de séparer ça en deux systèmes. D'avoir en rouge les forces sur la masse M et d'avoir en bleu les forces sur la masse petit m. Cette force de frottement, elle agit sur qui? Sur petit m.
sur petit m. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi? Parce que celui qui va bouger par la composante en X du poids. Alors, d'un point de vue, on va dire cinématique, bouger, c'est toujours relatif. Ça dépend. Toi, si je suis en train de bouger, j'aurais l'impression que les autres bougent, mais que moi, je suis immobile. Par exemple, si je suis dans une voiture. Par contre, les autres qui voient passer la voiture me voient bouger. Donc, en fait, bouger, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Et donc ici, les deux bougent. Grand M et petit m bougent. Ce qui se passe, c'est que ici, on regarde le cas où la force elle est minimale. Ça veut dire qu'on pousse très peu. Comme on pousse très peu, ça veut dire que ma masse, elle aura plutôt tendance à descendre. Et ce qui va la retenir, comme ma masse a plutôt tendance à descendre, c'est la force de frottement ici. Maintenant, vous pouvez essayer, si vous voulez, si vous avez du crépi chez vous, si vous mettez votre main sur le crépi et que vous frottez le mur, vous allez amocher votre main et le crépi. Si vous prenez une brique et que vous allez sur le crépi, vous allez amocher le crépi et la brique. Ça veut dire qu'il y a des forces des deux côtés. Pour l'instant, comme on n'en avait rien à faire du sol, on regardait jamais que ma boîte qui est freinée par le sol, elle exerce une force sur le sol. Parce que on s'en fout du sol. Mais ici, ça va nous intéresser quand même. Et donc, par action-réaction, si ma petite masse M est freinée par le sol, ça veut dire que le sol, entre guillemets, est freiné par la petite masse M. Et donc j'ai action-réaction pour les forces de frottement. Et donc j'ai ici une force. Ça, c'est la force de frottement de la petite masse M sur mon morceau. Vous pouvez l'imaginer autrement. Attendez, j'ai peur de dire une bêtise. Touc, touc, touc. Laissez-moi réfléchir 10 secondes. Ouais, non, je vais pas vous expliquer ça comme ça. Ok, est-ce que c'est clair cette action d'action-réaction ou pas? Si ma masse petit m frotte sur le coin, alors le coin frotte sur la masse petit m. Les deux. Ouais. Oui, oui. Et donc ici, je peux déjà dire d'office, dans mes liens, que la force de frottement de petit m sur grand M va être égale à la force de frottement de grand M sur petit m. Si c'est le cas, ça veut dire que la petite masse elle ne bouge pas alors. Alors, même si elle bougeait, ce serait la même chose parce que c'est juste par action-réaction. Si elle ne Même si bouge ça pas, bougeait, pas de force. alors, si elle bouge pas quoi? C'est que la force minimale qu'on veut calculer, elle est nulle, non? Ah, tu veux dire si les forces de frottement valent 0? Si la force de frottement de petit m sur grand M est égalée à grand M sur petit m, du coup, la force est minimale, vu que la petite masse ne doit pas bouger. Non. Ici, le fait que les forces soient égales, ça c'est juste par action-réaction. Ça va pas dépendre du fait que ça bouge ou ça bouge pas. Si jamais j'avais ici ma masse qui descend, juste en la laissant comme ça, eh ben, cette masse elle est freinée là, et donc elle exercerait une force ainsi sur le coin.
Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on inverse. Par exemple, pour la force de frottement minimale, on met d'abord grand M sur petit m, et pour la force de frottement maximale, du coup, on met petit m sur grand M. Ça a de l'importance ou pas? Ici, c'est pas minimal et maximal, hein. Ici, Oui, c'est non, toujours mais des... les appellations, pardon. Oui, donc, je vais reprendre un exemple avec une corde. Ok, vous vous souvenez de mes chariots? Voilà, imaginons qu'on tire ici avec une corde. Ma corde, ça c'est la force de la corde sur la masse. Que je pourrais écrire plus rapidement, c'est la force de la corde sur la masse. Maintenant, si je regarde les forces sur la corde, par action-réaction, ma corde, elle est tirée par une force qui va dans l'autre sens. C'est la force que la masse exerce sur la corde. Et c'est exactement ce qui est ici. Si j'ai une force de frottement entre les deux, ici c'est assez facile de voir que mon coin il va tomber vers le bas a priori, et donc que la force de frottement elle vient ici. Mais ça c'est la force de frottement de la masse grand M sur la masse petit m. Si vous voulez, c'est mon coin qui frotte et qui empêche M de bouger. Donc c'est une force sur M. Mais par action-réaction, s'il y a une force sur M à cause du coin, ben, il y aura une force sur le coin à cause de M. C'est plus clair ou pas? Oui. Pour la première personne qui avait posé la question aussi? Oui, ça va. C'est vraiment ici, en fait, on résout le système en bleu. Et puis, on se dit, bah, je vais avoir les mêmes forces de l'autre côté par action-réaction. Tout simplement. Je vais prendre un exemple qui est peut-être plus simple à comprendre qu'un plan incliné tout de suite. Qui est un exercice que je comptais vous donner à un moment de toute façon. Ça, c'est le sol. J'ai une masse ici. Et au-dessus, je mets une autre masse. Cette masse, elle est reliée par une corde ici. Je viens tirer ici cette masse-là. Ça veut dire que cette masse-là, elle va être freinée par deux choses, des forces de frottement ici. Mais ça, je m'en fous, j'ai pas envie d'en parler maintenant. C'est pas le but de mon exemple. Zut. Mais du coup, comme cette masse est tirée par là, il va aussi y avoir une force de frottement entre la masse en dessous et la masse au-dessus. Si je donne des noms à mes masses, que j'appelle ça petit m sur grand M, la force de frottement, c'est la masse petit m qui frotte sur la masse grand M. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'a priori, si je tire mon système comme ça vers la droite, bah, cette masse-là, elle va avoir envie d'aller vers la droite aussi. Mais c'est quoi la force qui donne envie? Bah, c'est à cause des frottements. S'il n'y avait pas de frottement, ça glisserait juste. Mais s'il y a des frottements, ma masse, par action-réaction, elle va être tirée ici. Et c'est quoi cette force-là? Bah, c'est la force de frottement de la masse grand M sur la masse petit m. Et ces deux forces-ci doivent être identiques en norme. Et pourquoi ma masse ne va pas bouger ici? Bah, parce que j'ai la tension qui vient là. C'est clair ça? Le fait qu'il y ait une action-réaction en termes de force de frottement. Oui. Et donc pour le plan incliné, c'est la même chose, sauf que ça semble un peu plus bizarre. Mais ici, à cause du poids qu'il y a là, Px, qui va avoir tendance à faire tomber ma petite masse, bah, j'ai une force de frottement qui va dans l'autre sens, mais par action-réaction, sur le coin, bah, cette force de frottement, elle est là.
Ok, et en parlant d'action-réaction, est-ce que j'ai pas d'autres forces sur mon coin? Bah, une force qui va contrer la poussée. Et c'est quoi que tu Enfin, c'est appelles une la réaction poussée? normale. Ouais, Oui, c'est ça. comme quand on pousse sur le mur, bah, le mur pousse sur nous aussi. Exactement. Alors je vais la mettre là. Bon, je pourrais la mettre là en fait, hein, mais je vais la mettre là. Et donc pour bien le faire, ici en fait c'était la normale qui était due à quoi? C'était la masse grand M qui pousse sur la masse petit m. Et en dessous, ça c'est la masse petit m qui vient pousser sur ma masse grand M. Et j'ai évidemment le lien entre les deux par action-réaction qui dit que c'est la même chose. Et donc je vais juste appeler ça N. Alors vous n'êtes pas obligé d'écrire, hein, les liens, c'est juste pour bien vous faire prendre conscience d'où viennent ces forces. Si vous êtes capable de l'écrire tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, au moins, quand vous relisez, vous vous demandez pas, tiens, pourquoi j'ai 2N. Et donc, quand j'avais dit qu'à un moment, vous aviez trop de force ou pas assez de force, ça vient du fait que soit on considère le système dans son ensemble, et donc si je considère mon système dans son ensemble, j'ai ici, on va me dire plus ou moins là, le poids total. Poids total qu'à la limite, je pourrais diviser en deux parties, c'est-à-dire le poids de grand M et le poids de petit m. À la limite, ça revient au même. Et j'ai la réaction du sol ici, plus la force F évidemment qui reste là. Et pour l'instant, si j'avais voulu mettre ça, c'est correct. Parce que les autres forces, c'est des forces sur fond interne. J'ai ici N qui va être contré par N dans l'autre sens. Et j'ai ici des forces de frottement qui vont être contrées par des forces de frottement dans l'autre sens. Mais ça, c'est si je considère pas deux systèmes, mais un seul grand système. Mais vous voyez que si je considère un seul grand système, tout ce que je vais pouvoir trouver, c'est cette réaction du sol. Et je vais aussi pouvoir trouver F égale ma. À quelle accélération l'ensemble va bouger. Donc je peux trouver deux infos comme ça. Mais il va me manquer pas mal de choses. Parce qu'ici, en fait, je connais pas F. Donc je ne connaîtrai pas A. Et donc il va falloir que je regarde vraiment mes deux petits systèmes pour m'en sortir. Et c'est pour ça que je vous disais que de manière générale, passer par plusieurs systèmes, ça me permet d'avoir toutes les informations. C'est pour ça que je vous entraîne à le faire. Maintenant, il faut bien faire attention, dès qu'on décompose, on va avoir toutes ces petites forces internes qui viennent jouer, qu'il faudra bien prendre en compte par action-réaction. Et le pire, évidemment, c'est de faire un mélange. Vous voyez, tantôt vous étiez parti comme ceci, mais si vous considérez tout le système, ça c'est une force interne en fait, puisqu'elle va revenir pousser ici en dessous sur le coin. Bon, on a pas mal avancé là. Alors, tant qu'à avoir mis les forces, je vais garder ça sur le côté. Voilà, ça à mon avis, vous allez devoir résoudre ça pour la semaine prochaine, on verra. Ok, qu'est-ce que ça apporte comme différence que la force F ici soit minimale et que là elle soit maximale en termes de dessin des forces? Qu'est-ce qui va changer? Le signe des forces de frottement. Exactement.
Est-ce que tout le monde voit pourquoi? Est-ce que tout le monde comprend ça ou pas? J'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Il a dit que ce qui allait changer, c'était juste le signe des forces de frottement ici. Ouais, je suis d'accord avec lui. Tout le monde est d'accord? Il y en a pour qui je vais expliquer ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et donc vous voyez que je vais le dessiner ici à droite pour que ce soit bien clair, mais alors cette fois-ci, comme j'ai déjà écrit mes liens, je vais pas m'embêter à écrire tous les indices. J'ai N ici, alors celle-là je vais la mettre un peu plus bas. Hop. Et donc on aura ces forces-là. Ça va pour tout le monde? Je prends Ouais. ça pour un oui. Ok. Ah bah, arrivé à ce stade-ci, on a fait le plus dur de mon point de vue. À partir de là, c'est tout le temps la même chose en dynamique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on résolve le système pour un des deux cas, Fmin ou Fmax. L'autre partie, c'est la même chose, il y a juste, comme vous l'avez dit, un signe qui change. Et donc, on le fera à la volée dans les équations. Euh, Juste comme ça, ou à la limite, je le laisserai même finir chez vous si on n'a pas fini aujourd'hui, parce que de mon point de vue, c'est pas... Enfin voilà, c'est vraiment deux fois la même chose. D'ailleurs, pour info, on a une fois donné cet exercice-là à l'examen, mais au lieu de vous demander de calculer les deux, on vous a demandé que la force minimale ou la force maximale, parce qu'on se doutait que si vous saviez faire l'un, vous saviez faire l'autre. C'est juste intéressant de bien comprendre dans quel sens vous mettre les forces dans le cas min et max, donc c'est pour ça qu'on a bien posé les deux, mais à l'examen, c'est trop long de faire les deux, donc on vous en demande qu'un. Du coup, vous avez envie de faire la minimale ou la maximale? Minimal, c'est bon. Minimale? Ok. Bah du coup, résolvons le cas minimal. Et alors, je vais juste aller chercher ce qu'on a fait. Comme je savais pas ce que vous alliez chercher, choisir plutôt. Voilà. Et je vous repartage ça. Voilà. Ok. Alors bon, il n'y a pas 36 solutions de s'en sortir. Il faut écrire les équations. J'ai envie de commencer dans le système que je vais appeler 2, c'est-à-dire la masse M. Donc, c'est-à-dire ce système-là, mais je vais pas le mettre sur le schéma, sinon ça va vraiment ressembler à rien. Qu'est-ce que je peux écrire comme équation? Qu'est-ce que je fais maintenant pour résoudre ça? Bon, on décompose, il faut décomposer le poids là déjà. Il faut d'abord choisir le système d'axe, Oui, et on choisit quoi comme système d'axe? comme d'habitude. Et c'est quoi notre habitude? Le Y qui monte et le X qui va à droite. Comme ça? Ouais. Alors, si vous faites ça, vous êtes parti pour des cauchemars.
Non, que ce soit perpendiculaire à Ouais. carré. Et pourquoi? Parce que si on fait comme ça, il va bouger seulement selon x. Je pense que c'est plus simple. Et on n'a qu'une force à décomposer comme ça. Comme ça? Ouais, c'est bien. Ou comme ça? Non, comme avant. Alors bon, j'ai fait exprès de vous en dire un peu en erreur, mais en fait, sa première proposition était une bonne proposition. Pourquoi? Parce que mes équations, ça va être somme des forces selon y égale m à y, et somme des forces selon x égale m à x, d'accord? Ça, c'est les équations générales de la dynamique. Mais Oui, pourquoi en Y, on bouge pas? C'est élastique, on s'enfonce pas ni rien. voilà, c'est pour ça que je disais qu'ici, c'était général, sans considérer le problème. Maintenant, ce qui est super chouette, c'est que si on choisit bien une décomposition, on va pouvoir avoir une composante qui vaut 0. Maintenant, quand on regarde mon coin et qu'on avance, en fait, ici, je reste à cette même hauteur là tout le temps. Par contre, je bouge ici selon x. Vous voyez que ma position selon x a changé. Par exemple, ici, je suis en 0, là, on va dire que je suis en 5. Mais selon y, je suis toujours à la même position si je mets mon système d'axe comme ceci. Par contre, si je mets mon système d'axe comme ceci, bah ici, imaginons que j'étais en 0, 0. Alors là, je me retrouve en une certaine position selon x, on va dire 3. J'invente complètement les chiffres, hein. Mais selon y, je me retrouve en position 3. Donc si je choisis un système d'axe qui est incliné, je ne pourrais pas m'arranger pour avoir une équation qui est égale à 0. J'aurai une accélération selon y et une accélération selon x dans ce système d'axe-là. Vous voyez ça? Oui. Et donc, la première réponse qu'il a donnée était très bonne, hein. J'ai juste fait semblant comme d'habitude en disant « Oh, ça va être dur à décomposer et tout ». Oui, ça va être plus dur à décomposer, mais ça va permettre de ne pas devoir dire que AX c'est égal à A fois, bon, j'ai pas envie de calculer exactement, mais le cosinus d'un certain angle, et ANY, ça va être A fois le sinus d'un certain angle. En soi, je pourrais faire ça, hein. Ça marcherait. Mais avoir un 0, c'est quand même tellement précieux. Avoir un égal 0, ça va simplifier mes équations. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Ça va permettre d'isoler aussi plus facilement des éléments. Et donc, pour l'instant, on avait choisi nos systèmes d'axes pour simplifier un maximum tout ce qui était décomposition des forces. Mais quand on est en dynamique, l'idéal, c'est d'avoir toujours un côté qui est statique et un côté qui est dynamique. Et quand vous y pensez, dans la plupart des mouvements, on sait faire ça. On sait dire, bah, ça va bouger dans un sens et le reste est dynamique. Typiquement ici, on voit qu'avec ma force F par là, le tout va bouger vers la droite. Donc on va dire que selon X, ce sera de la dynamique. Et du coup, selon Y et même Z, si on était à 3 dimensions, ce serait de la statique. Et donc c'est ce que je vous propose de faire ici. Alors j'insiste, vous en serez sorti avec ceci. Si vous aviez choisi votre système d'axe comme ça. Mais il y aurait beaucoup de calculs en plus. Par contre, évidemment, si vous choisissez votre système d'axe comme ceci et vous dites que ça c'est égal à 0, c'est faux. Parce que selon Y, je viens de vous montrer qu'on changeait de position. Donc ça, bien faire attention à ça. Voilà, ça c'est pour moi les deux difficultés de cet exercice-là. Bien mettre les forces, pas se tromper
avec les forces de frottement, les réactions aux forces de frottement, donc action-réaction. Et puis, pas se tromper ici avec un système d'axes, en choisir un qui nous permet de bien de fonctionner. Et donc, je vais travailler comme ceci. Alors, du coup, pour le système rouge, je pense que ça vous semble évident que ce sera aussi ce système-là. Et donc, je vais juste le mettre en noir pour dire pour les deux, je vais avoir Y vers le haut, X vers la droite. Et ici, j'aurai pas de moment de force, donc je me contente de ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ok, super. Eh ben, du coup, c'est parti. Je vais donc faire ça selon X et selon Y. Alors, je vais commencer par Y, comme c'est de la statique, selon Y, j'ai envie. Donc, selon Y, j'ai de la statique, hein, pour marquer le coup. Et là, c'est parti pour un moment de fun. On va s'amuser à tout décomposer. Et donc, ça veut dire qu'ici, je vais devoir décomposer ainsi. Ici, je vais devoir décomposer ainsi. Je vais appeler ça juste nx, hein, puisqu'on avait dit qu'on pouvait renommer n. Et ça, ny. Et ici, j'ai ma force de frottement aussi que je vais décomposer. Ça va, mon schéma ressemble plus à grand chose, mais vous voyez ce que j'ai dessiné? Ouais. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille vraiment de faire à l'examen, hein, c'est de refaire un petit schéma à côté pour bien voir les angles et être sûr de ne pas vous perdre. C'est pas obligé si vous le voyez tout de suite. Alors ici dans l'énoncé, on vous dit que l'angle alpha, qui est là, c'est 36,87 degrés. Donc j'ai ici un angle de 36,87 degrés. Regardons un peu les forces qui m'intéressent maintenant. J'ai ma force de frottement qui allait comme ceci, que j'ai décomposé en deux. Une force de frottement selon Y et une force de frottement selon X. Et donc, je pense que je choque personne si je dis que mon angle alpha il se retrouve ici. Je Non, pense, c'est hein. bon. Ça, c'est Non, c'est une bon. force. Parfait. Ça, c'est une force qu'on a décomposée. Et vous voyez ici, je fais juste un schéma pour y revoir un peu plus clair. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Hop. Et ça, c'est mon autre force qui m'intéressait ici à décomposer, qui était N. Alors, vous voyez que cette fois-ci, je ne le mets pas nécessairement sur un objet particulier, mais juste pour bien voir mes triangles rectangles et où se retrouve mon angle. Et est-ce que je choque quelqu'un si je dis que mon angle, il se retrouve ici? Non. Non, parfait. Ok. Alors, ici, j'avais plein de couleurs, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis en rouge tout ce qui était sur la masse grand M et en bleu tout ce qui était sur la masse petit m. Quand je le fais au tableau, comme j'ai moins de couleurs, habituellement, en fait, ce que je fais, c'est que je fais le coin et la masse en pointillé, je mets toutes les forces sur la masse, donc je fais un truc comme ça. Et puis, je refais la même chose. Ah oui, il manque la force là. Ici avec le coin.
pour vous donner des idées. Voilà, l'examen, c'est aussi une manière de bien montrer quelles forces sont sur quoi, en ayant moins de couleurs et sans se perdre. Ça, c'est une autre manière de faire. Voilà, enfin, tant que vous y retrouvez, mais faites attention. C'est très vite arrivé d'avoir l'impression qu'on va s'y retrouver, et puis en fait, à un moment, vous prenez des forces en trop qui viennent d'un autre système ou quoi. Donc, trouvez une méthode qui vous convient. Soit vous faites 2 schémas, un pour chaque système, soit vous employez vraiment des codes couleurs, mais mélangez pas tout. Sinon, évidemment, ça va moins bien marcher. Ok, donc selon Y, que vaut la somme de mes forces? Alors, à mon avis, ça va, donc je vais le faire moi-même. Mais dites-moi si je fais des erreurs, parce que vous avez vu que parfois j'en fais. C'est correct ça pour tout le monde? Oui. Oui. Et donc moi, j'aime pas garder tous ces Y qui traînent, et j'ai l'habitude de décomposer ça tout de suite. Donc ici, ça va être ma force de frottement. Et puis là, on peut regarder mon petit schéma. C'est pas le côté adjacent, ça va être le côté opposé. Donc ça va être le sinus de 36,87 degrés.